Au fond du puits abandonné Sušica, situé à 12 km de l'huilerie Dante Petrović, la police découvre des cercles de chaînes calcinées et un téléphone à touche simple. L'appareil appartient à l'étudiant en histoire Marko Lukić, disparu 8 mois auparavant. Sur les anneaux métalliques, les experts découvrent des traces de cire à cacheter portant le blason du musée archéologique. Qui était Marko ? Que faisait-il près de l'huilerie cette nuit-là et pourquoi ses affaires se sont-elles retrouvées au fond du puits ? Voilà maintenant l'énigme principale de l'affaire. Le matin du 11 mai 2012, le groupe d'enquête opérationnelle est arrivé au puits abandonné appelé Sušica. Le territoire se trouve dans un endroit isolé, loin des routes fréquentées et des villages. Autour, une forêt dense et des constructions à demi détruites, vestiges d'une exploitation agricole fermée depuis longtemps. Le travail a commencé tôt le matin et s'est prolongé jusqu'à tard dans la soirée. À une profondeur de 7 mètres, les enquêteurs ont remonté les cercles métalliques brûlés d'un tonneau de chêne. Les flammes avaient tellement déformé le métal qu'identifier sa destination initiale s'est avéré difficile. Un peu plus tard, un téléphone de marque Nokia a été trouvé. Un appareil ancien et simple à touche avec un écran cassé. L'email indiquait le propriétaire. Marko Lukić, 22 ans, étudiant de la faculté d'histoire, disparu sans laisser de traces le 3 septembre 2011. Ces recherches duraient déjà depuis 8 mois. Pendant tout ce temps, la police n'avait rien trouvé, jusqu'à ce que ces objets ne remontent de ce puits oublié. L'expertise a immédiatement donné plusieurs indices clés. Sur les cercles, on a découvert une couche microscopique de cire à cacheter avec l'empreinte du blason du musée archéologique local. Le téléphone de Lukić était silencieux depuis 22h42 ce soir-là. C'est le dernier moment confirmé où l'étudiant était encore joignable. L'enquête a également obtenu un enregistrement vidéo de la caméra numéro 2 du magasin de la station-service Stăblinaq. Elle a capturé une vieille Niva verte avec une remorque couverte d'une bâche, à 22h10. La voiture se dirigeait vers l'huilerie Dante Petrović. Les soupçons se sont immédiatement portés sur 2 personnes. Le premier, Ante Petrović, propriétaire de l'huilerie. Un homme de 56 ans, calme, renfermé, ayant la réputation d'entrepreneur honnête. Mais dans les cercles locaux couraient depuis longtemps des rumeurs sur ces étranges voyages nocturnes et l'odeur de brûlé qui se dégageait périodiquement du territoire de l'entreprise. Le second suspect, le gardien des fouilles archéologiques, Nenad Kulić. Un homme de 43 ans, maigre et silencieux. Avant cette affaire, il avait déjà été poursuivi pour la vente de pièces anciennes au marché local. À l'époque, Kulić affirmait que c'était une trouvaille fortuite, le musée avait vérifié ses dires, la piste s'était avérée fausse, et l'affaire avait été classée. Cependant maintenant, après la découverte de la cire sur le tonneau, les pièces ont de nouveau intéressé les enquêteurs. Ces pièces n'étaient-elles pas partie d'un événement plus important dans lequel l'étudiant disparu Marko Lukić s'était trouvé impliqué? Pour l'instant, cette piste d'enquête restait ouverte, mais elle était à nouveau vérifiée plus minutieusement. Les enquêteurs ont rapidement obtenu le mandat judiciaire numéro 173/2012 et ont commencé à étudier les opérations financières d'Ante Petrović. Comptes, paiements, mouvements d'argent, tout était examiné soigneusement et systématiquement. Une attention particulière était portée à l'activité des comptes bancaires pendant la période de disparition de l'étudiant, surtout les transactions importantes ou inhabituelles. Au cours de cette journée, des habitants locaux se rassemblaient aussi près du puits. Parmi eux se trouvait le père de l'étudiant disparu, un homme silencieux qui se tenait à l'écart de tous et suivait attentivement le travail de la police. Il espérait trouver au moins quelque chose capable d'éclairer la disparition de son fils. Le soir, un message est arrivé de l'expertise médico-légale. Sur la surface intérieure des cercles métalliques, on avait découvert des fibres de tissu noirci. Les experts ont confirmé, ce sont les restes de vêtements humains, brûlés avec le tonneau. Les enquêteurs sont maintenant définitivement convaincus que les objets trouvés dans le puits
sont liées à la disparition de Marko Lukic. Mais les questions principales restent sans réponse. Que s'est-il exactement passé cette nuit-là? Pourquoi les affaires de l'étudiant se sont-elles retrouvées ici? Et qui a tenté de dissimuler les traces du crime si soigneusement? À l'étape suivante, l'enquête passera à l'étude des opérations financières de Petrovic qui pourront expliquer beaucoup dans cette affaire embrouillée. Le matin du 2 septembre 2011, Ante Petrovic, propriétaire d'une petite huilerie, passe à la banque Zadar Kreditna. Les employés ont l'habitude de le voir régulièrement, toujours correct, calme et précis dans les questions financières. Habituellement, chaque transaction avait une destination claire et une confirmation documentaire. Ce jour-là, Petrovic retire d'un coup 45 000 kunas en liquide. La destination n'est pas indiquée. Petrovic ne paraît pas inquiet ou agité. L'employé de banque a noté plus tard à la police que l'entrepreneur agissait naturellement, comme d'habitude, calmement et paisiblement. Le seul détail inhabituel était l'absence d'explication pour une si grosse somme. Ante préférait habituellement les règlements sans espèces et surveillait attentivement la documentation comptable. À 12h35, la caméra de surveillance extérieure du port de Pakostan a filmé Petrovic en compagnie d'un homme inconnu. La caméra VHS a enregistré leur salutation, une brève poignée de main et la remise d'un paquet par Petrovic. La vidéo ne permet pas de voir ce qui se trouve exactement à l'intérieur. On apprend plus tard que l'homme inconnu est un restaurateur de Šibenik, qui collaborait périodiquement avec l'huilerie. Il restaurait d'anciens tonneaux de chêne sur commande de l'entreprise. Lors du premier interrogatoire, le restaurateur a donné des explications claires. Il a catégoriquement nié avoir reçu de l'argent liquide, soulignant que tous les paiements de Petrovic se faisaient exclusivement par virement bancaire. Il fournit à la police les reçus et documents de paiement correspondants. Tous les enregistrements confirment ces paroles. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de paiement en liquide. Quand Ante Petrovic est convoqué pour clarifier ces faits, il dit avec assurance qu'il a remis au restaurateur précisément l'argent liquide retiré. Selon Ante, le restaurateur préférait l'argent liquide pour éviter les procédures bancaires supplémentaires. Cependant, ces affirmations entrent en contradiction directe avec les déclarations officielles et les documents du restaurateur. L'enquête obtient l'accès à la comptabilité de l'huilerie. Là, les enquêteurs trouvent un détail inhabituel. Une copie carbone d'un chèque au nom de Marko Lukic, ce même étudiant en histoire qui travaillait à temps partiel à l'huilerie. Le montant du chèque, exactement 45 000 kunas. Au premier regard, il devient clair que la somme retirée par Ante était destinée à l'étudiant. Cependant, lors de l'étude détaillée du document, il s'avère que le chèque a été annulé par la banque le même jour avec le code ERR 53. Erreur technique. Le chèque annulé continuait d'être conservé parmi les documents en cours, comme s'ils n'avaient pas eu le temps de le retirer ou avaient oublié de le détruire. Initialement, la police considère ce chèque comme une preuve que la grosse somme était destinée précisément à Marko. Cependant, la comptabilité confirme qu'à cause de l'erreur technique, le paiement n'est pas passé. L'argent n'est jamais arrivé sur le compte de Marko Lukic. L'enquête est temporairement obligée de considérer cette version comme une fausse piste et de chercher d'autres explications. Le même soir, déjà après la transaction ratée avec le chèque, la caméra de surveillance du distributeur au centre de Pakostan filme de nouveau Petrovic. À 23h14, il retire 4500 kunas supplémentaires. Sur l'enregistrement, on remarque qu'Ante ne semble pas nerveux ou agité, plutôt légèrement préoccupé. Quelques minutes plus tard, la caméra du casino Atlantic filme Petrovic entrant calmement dans l'établissement. Le casino était connu des habitants locaux, mais pour Petrovic, ce n'était pas un lieu de visite habituel. Cette visite au casino devient une nouvelle énigme. L'enquête tente de comprendre si les deux opérations de retrait d'espèces le même jour sont liées d'une manière ou d'une autre. La grosse somme le matin et la petite somme la nuit, avant l'entrée au casino. Le comportement de Petrovic contredit sa prudence et sa prévoyance habituelle. À ce moment, l'enquêteur décide de vérifier les documents officiels liés à l'emploi de Marko Lukic.
Une demande est immédiatement envoyée à la comptabilité de l'huilerie pour étudier l'original du contrat de travail de l'étudiant. L'enquête suppose que s'il y avait des arrangements officieux, cela aurait pu être le point de départ des événements ultérieurs ayant mené à la disparition de Marco. 3 semaines avant que son nom n'apparaisse dans les procès-verbaux de police, l'étudiant Marko Lukic avait soudainement reporté le passage d'examens importants. Pour ses condisciples, un tel comportement semblait étrange, car Marco était connu comme un étudiant discipliné, ne manquant jamais les cours sans raison sérieuse. Cependant, ce jour-là, il cherche parmi ses connaissances précisément un travail de nuit. Sur les annonces que Marco laisse dans les tchas étudiants locaux et sur les panneaux d'affichage du foyer, il est indiqué « urgent » ainsi qu'une note « double tarif ». Une telle générosité des employeurs suscite habituellement la méfiance. Mais Marco, à ce moment-là, est manifestement mu par une nécessité pressante. Plus tard, au cours d'un entretien avec la mère de Marco, les enquêteurs découvrent la raison de l'urgence. Elle mentionne que son fils avait accumulé une dette pour le logement au foyer universitaire. Le montant de la dette est considérable pour un étudiant, 8000 kounas. La mère raconte calmement, soulignant que son fils ne s'était jamais trouvé auparavant dans des situations financières difficiles. Elle ne connaît pas la raison de la formation de cette dette et suppose que Marco ne voulait pas l'inquiéter avec des détails superflus. Cette version est également confirmée par un condisciple de Marco nommé Pavel. Celui-ci explique aux enquêteurs que Marco avait encore une autre dépense financière étrange. L'étudiant voulait depuis longtemps acquérir une montre connectée coûteuse, mais ne pouvait pas se permettre un modèle complètement neuf. Finalement, il a trouvé une annonce et acheté un exemplaire d'occasion, donnant au vendeur seulement les arts, exactement 2000 kounas. Il a promis de verser le reste plus tard. L'enquête étudie minutieusement l'histoire de la montre. Les policiers posent des questions directes à Pavel, tentant de comprendre où se trouve cette montre maintenant et pourquoi Marco ne s'est pas acquitté définitivement. Le condisciple répond avec assurance que Marco n'avait pas réussi à rassembler la somme complète et qu'il n'avait plus revu la montre après cette transaction. Pavel se souvient aussi que le vendeur de la montre était un jeune revendeur local d'électronique nommé Branco. Ce nom est immédiatement noté par la police. Branco a une réputation ambiguë. Il est connu pour des petites transactions et des voyages fréquents dans les pays voisins. Branco devient rapidement une personne d'intérêt pour la police. Lors du premier entretien, il confirme la transaction avec Marco. Il reconnaît aussi avoir donné à l'étudiant le contact d'un certain numéro slovène, affirmant que cette personne proposait souvent du bon argent pour un travail simple, qui s'effectuait habituellement la nuit. Branco lui-même nie connaître les détails de ce travail. Cependant, lors de la perquisition chez Branco, on trouve des objets suspects, 2 pièces ressemblant extérieurement à des pièces romaines. Au début, cela semble être un indice significatif, surtout compte tenu du lien de Marco avec le musée. Les pièces sont envoyées pour vérification experte, mais bientôt les experts concluent que ce sont des souvenirs ordinaires, n'ayant aucune valeur historique. L'enquête est obligée de mettre temporairement cette piste de côté. Les enquêteurs continuent de vérifier l'activité téléphonique de Marko Lukic. En étudiant les données de roaming détaillées de son téléphone portable, ils trouvent encore un moment suspect. Le soir, un jour avant la disparition, le 2 septembre 2011 à 23h14, Marco effectue un bref appel vers ce même numéro slovène que lui avait donné Branco. La conversation dure seulement 26 secondes et cela suffit pour que la police demande d'urgence des informations officielles à l'opérateur slovène Mobitel SI. Qui était l'abonné et quel pouvait être le lien avec Marco? Cela reste pour l'instant un mystère. L'enquêteur envoie immédiatement une demande officielle à Mobitel SI avec la demande de fournir les données du propriétaire du numéro et l'historique de son activité. Ce numéro slovène est maintenant devenu un point important de l'enquête, reliant les problèmes financiers de l'étudiant et sa disparition. Pour la police, c'est un nouvel indice important. Et peut-être est-ce précisément lui qui éclairera la vraie raison du travail nocturne et des décisions financières hâtives de Marko Lukic dans les derniers jours avant sa disparition. Sur fond d'une enquête de plus en plus embrouillée, apparaît un témoin inattendu, capable d'influencer substantiellement le cours de l'affaire.
Il s'agit du berger local Ivo Račić, vivant dans une petite cabane à environ 1 km du puits Sušica. L'homme ne prend contact avec la police que 8 mois après la disparition de Marko Lukic. Il n'est pas clair pour les enquêteurs pourquoi il s'est tu si longtemps et pourquoi il a décidé de raconter ce qui s'était passé précisément maintenant. Ivo explique prudemment, évitant les détails. Il reconnaît avoir vu un feu étrange dans la nuit du 3 septembre 2011, mais avoir décidé de ne pas le signaler à la police. Bientôt se révèle la raison de son long silence. Ivo Račić avait été précédemment condamné pour braconnage. Il avait été condamné avec sursis, donc toute interaction supplémentaire avec la police, il la percevait comme une menace personnelle. Craignant de retomber dans les ennuis, il préférait ne pas s'immiscer. Mais il y a encore un autre point important. En décembre 2011, Ivo avait quand même raconté l'étrange incident nocturne aux policiers de quartier local lors d'une rencontre fortuite au village. Le policier de quartier avait noté le récit du berger, promettant de s'en occuper. Cependant, un rapport officiel n'avait jamais été rédigé. On apprend plus tard que le policier de quartier s'était référé à la perte de cette information, fait qui est fixé dans les documents de l'affaire comme un cas de négligence corporative. Au cours de l'interrogatoire détaillé, Ivo communique aux enquêteurs des détails significatifs. Il décrit le feu près du puits comme inhabituel. Il brûlait avec une flamme rouge sombre et avait une odeur prononcée d'huile brûlée. Il ne peut pas indiquer l'heure précisément, mais indique avec assurance que cela se passait tard dans la nuit. Le berger était habitué aux phénomènes inhabituels dans ces lieux, mais un tel feu, il l'avait vu pour la première fois. À la question directe de l'enquêteur sur le transport près du puits, Ivo répond calmement qu'il avait clairement vu une Jeep verte avec une remorque. La voiture était immobile près du puits abandonné et les gens près du feu semblaient être des silhouettes indistinctes dans l'obscurité. La description du transport par le berger coïncide complètement avec l'enregistrement de la caméra de la station-service Stăblinac. Sur la base des premières descriptions du berger, les enquêteurs commencent à considérer la version d'un auto-embrasement accidentel. Le territoire près de l'huilerie Dante Petrović était déjà devenu auparavant le lieu d'embrasement spontané lié aux déchets de production. L'huile usagée, les tonneaux imprégnés d'huile, tout cela aurait pu devenir la cause d'un incendie, surtout en période sèche. Cependant, les criminologues donnent bientôt une conclusion, sans équivoque. Après analyse des échantillons des cercles métalliques, il devient clair que l'huile est mélangée avec de la résine, formant un accélérateur de combustion intentionnel. L'auto-embrasement est complètement exclu. La conclusion du laboratoire ne laisse aucun doute. Le feu près du puits avait été allumé intentionnellement. Une étape importante devient la confirmation d'un autre fait lié à la cire à cacheter trouvée sur les cercles du tonneau brûlé. L'enquête établit une coïncidence directe de la cire avec le blason utilisé par le musée archéologique. L'analyse de laboratoire confirme que la cire est identique à l'échantillon utilisé par le musée pour marquer les expositions et cargaisons importantes. La coïncidence est absolument exacte. La probabilité d'erreur est complètement exclue. Il n'y a pas de double d'une telle cire. Maintenant, l'attention de l'enquête revient de nouveau au musée archéologique. Les enquêteurs commencent à étudier plus attentivement les documents internes et les contacts des employés du musée, tentant d'établir comment exactement la cire s'est retrouvée sur les cercles du tonneau trouvé au fond du puits abandonné. La phase suivante de l'enquête, les interrogatoires des employés du musée archéologique, la vérification des registres de comptabilité et des instructions internes pour le marquage des expositions et conteneurs avec de la cire. À 22h10, la caméra de vidéosurveillance du magasin de la station-service Stăblinac filme une Niva verte avec remorque. Le tournage se fait en couleur. Un bon éclairage permet de distinguer clairement les détails. Le siège passager de l'automobile entre dans le cadre. Pendant plusieurs secondes, on voit que le passager porte une montre connectée avec un bracelet blanc caractéristique et une bande noire. C'est exactement une telle montre que Marko Lukic avait récemment achetée, n'ayant versé que les arrêts. Témoin de ce soir-là devient la caissière du magasin, travaillant en équipe. La femme décrit plus tard en détail à la police l'apparence du conducteur.
Elle s'était souvenue de son comportement nerveux. Celui-ci était littéralement agité, regardait constamment autour de lui et évitait le contact visuel. Quand le conducteur ouvrait la vitre de la voiture pour payer l'essence, elle avait senti une forte odeur de brûlé, comme d'un feu récemment éteint. Quand la police s'adresse de nouveau à Ante Petrović, propriétaire de l'huilerie, avec une question sur ses déplacements cette nuit-là, il répond sans hésitation qu'il était allé chercher des olives. Ante affirme qu'avec lui se trouvait un travailleur saisonnier qui peut confirmer ses paroles. L'enquête vérifie rapidement cette déclaration s'adressant directement aux employés de l'entreprise. Les employés de l'huilerie confirment officiellement qu'à ce jour-là, l'entrepôt d'où on charge habituellement les olives était complètement vide déjà à 20 heures et tous les travailleurs saisonniers étaient que depuis longtemps rentrés chez eux. Cela contredit les paroles de Petrović et change radicalement l'attitude de l'enquête envers ces témoignages. La seconde version, apparue lors de l'analyse de l'enregistrement vidéo, consistait en ce que sur le siège passager pouvait se trouver le gardien des fouilles archéologiques Nenad Kulić. La taille du passager, selon les estimations préliminaires, coïncidait tout à fait avec la taille de Kulić, ce qui donnait des raisons de vérifier cette version. Cependant, la vérification détaillée des établissements médicaux a exclu Kulić de la liste des suspects. Les policiers ont découvert qu'il avait été hospitalisé d'urgence à 21h35 le même jour avec une appendicite aiguë et était resté à l'hôpital sous surveillance médicale stricte jusqu'au matin du jour suivant. Ce fait avait été confirmé par des documents et la version de l'implication de Kulić avait été complètement fermée. Ainsi, la supposition initiale de l'enquête que le passager pouvait être précisément Kulić est complètement exclue. La police n'a pas de raison de le soupçonner davantage et revient à la figure d'Ante Petrović et du passager inconnu. À ce moment, les criminologues commencent à étudier plus minutieusement la niva verte de Petrović, qui devient la preuve matérielle la plus importante de l'affaire. En laboratoire, ils examinent la poussière de route prélevée sur les roues et le dessous de l'automobile, et la comparent avec des échantillons de terre de la région du puits Sušica. Le résultat de l'analyse s'avère décisif. Les experts établissent une correspondance sans équivoque de la composition minéralogique de la poussière de route de la niva de Petrović avec les échantillons de terre de la région du puits karstique Sušica. Cette coïncidence exacte exclut la probabilité d'arrivée accidentelle de cette poussière sur l'automobile et indique sans équivoque que la voiture se trouvait près du puits précisément cette nuit-là. À partir de ce moment, l'enquête exclut définitivement le hasard et se convainc que la niva verte est directement liée à la disparition de Marko Lukic. Le groupe d'enquête prend la décision d'ouvrir une nouvelle phase de l'enquête, concentrée sur la reconstitution détaillée de l'itinéraire de déplacement de la niva verte. Pour cela, des données supplémentaires de caméras de vidéosurveillance sont demandées, situées sur les voies possibles de circulation de l'automobile, pour établir le plus précisément possible les déplacements de Petrović cette nuit-là. Pour la police, il devient critique de répondre où exactement se dirigeait la voiture après la visite à la station-service et pourquoi le conducteur était si inquiet que même un témoin fortuit avait fait attention à son comportement. Le matin du 4 septembre 2011, la mère de Marko Lukic, en rangeant les affaires de son fils dans la chambre du foyer, trouve un étrange papier épinglé au panneau d'affichage au-dessus de sa table. C'est un petit prospectus avec l'inscription « Trajet nocturne, paiement double ». Le numéro de téléphone dans l'annonce attire immédiatement son attention. Indicatif de Slovénie, plus 386. Elle le reconnaît, se souvenant que son fils avait mentionné auparavant ce contact dans des conversations sur le travail supplémentaire. Pour la mère, cela devient un signal d'alarme, ce qu'elle signale immédiatement à la police. Le numéro de téléphone tombe rapidement sous l'attention minutieuse de l'enquête. La demande policière à l'opérateur Mobitel SI revient avec des résultats clairs, bien que pas très rassurants. La carte SIM était enregistrée au nom d'une société slovène éphémère, Maribor Cargo d.o.o.o. Selon les registres officiels de Slovénie, la société avait été créée et fermée dans de courts délais, liquidée le 12 octobre 2011, un peu plus d'un mois après la disparition de Marko. La société n'avait laissé pratiquement aucune trace dans les registres publics, à part le nom et la date de liquidation.
Les coordonnées de ses représentants sont absentes. Il n'y a plus de locaux de bureau aux adresses officielles depuis longtemps. La police tente immédiatement d'appeler le numéro indiqué, mais le téléphone s'avère inactif. L'opérateur confirme que la connexion avait été coupée peu après la liquidation de la société. L'enquête demande à l'opérateur slovène des données plus détaillées sur le trafic du numéro et obtient un indice important. Selon le journal de trafic, le soir du 3 septembre 2011, l'abonné avait reçu un message texte entrant ne contenant que des coordonnées. Ces coordonnées indiquaient sans équivoque le port de Ploče. Simultanément, la police termine la vérification de la version avec le revendeur Branko. Auparavant, 2 pièces avaient été trouvées chez lui ressemblant extérieurement à des pièces romaines. La conclusion experte réfute complètement leur valeur historique, confirmant que ce sont des souvenirs touristiques ordinaires n'ayant aucun rapport avec l'affaire. Branko est officiellement exclu du nombre des suspects. Son rôle et sa version sont complètement fermés. Pendant ce temps, au port de Ploče, la police commence l'étude des enregistrements des caméras de vidéosurveillance. La caméra du contrôle douanier, format PAL, avait filmé les événements matinaux du jour suivant, le 4 septembre 2011 à 6h50. Sur l'enregistrement, on voit clairement un homme qui loue un petit bateau. Dans le bateau, on remarque une cargaison, 3 gros sacs en polyéthylène. L'homme sur la vidéo s'avère être le même inconnu qui avait été vu auparavant sur l'enregistrement des caméras de surveillance du port de Pakostan avec Ante Petrović. Les policiers notent que de plus en plus de fils mènent à l'activité portuaire et au transport de cargaisons suspectes. Mais ce qui se trouvait exactement dans ces sacs reste inconnu pour l'instant et n'est pas spécifiquement précisé. Les enquêteurs adressent une demande officielle au service météorologique de Croatie avec l'exigence de fournir un rapport détaillé sur les conditions météorologiques dans la nuit du 3 au 4 septembre 2011. Pour les étapes ultérieures de l'enquête, il est nécessaire de comprendre précisément quelles étaient les conditions cette nuit-là et s'il était possible d'effectuer un déplacement inaperçu par eau depuis Ploče ou vers Ploče. La vérification des conditions en mer devient la continuation logique de la recherche de liens entre la disparition nocturne de Marko et les étranges communications portuaires. Le 17 janvier 2012, l'enquête reçoit une nouvelle impulsion grâce au témoignage du routier Tomislav Kovač. Lors d'un contrôle de routine des journaux de cargaison au poste de contrôle sur l'autoroute, il annonce inopinément à l'enquêteur qu'il possède des informations qui peuvent avoir un rapport avec l'affaire de la disparition de Marko Lukic. Tomislav sort son smartphone et montre à l'enquêteur la photographie d'une page de son journal de bord. L'inscription, datée de la fin de soirée du 3 septembre 2011, est courte et concrète. ZD9 111 AN, Niva verte, feu près de Sušica. La photographie avait été prise presque immédiatement après qu'il eut remarqué l'activité inhabituelle près du puits abandonné. Tomislav explique qu'il avait fait cette note parce qu'il avait décidé de fixer la situation suspecte au cas où. Les enquêteurs vérifient immédiatement le numéro d'immatriculation indiqué dans le journal de Tomislav avec la base de données de la police routière locale. Le même jour, arrive la réponse officielle de la LDPS. L'automobile avec le numéro ZD911AN, Niva verte, appartient à Ante Petrović. Le 2 septembre 2011, dans la journée, cette automobile avait déjà été arrêtée par une patrouille et verbalisée pour non-respect des règles d'utilisation des ceintures de sécurité. Propriétaire, confirmé. Petrović est de nouveau convoqué pour interrogatoire, exigeant des explications sur pourquoi sa voiture avait été remarquée par le routier dans la nuit de la disparition de Marko. Ante, conservant un calme extérieur, répond immédiatement qu'il avait prêté la voiture à son cousin ce soir-là et ne sait pas lui-même où elle était exactement la nuit. Les enquêteurs vérifient immédiatement les paroles de Petrović. Le cousin est convoqué pour un interrogatoire séparé où il nie catégoriquement les paroles d'Ante. Il déclare qu'il n'avait pas pris la voiture, ne l'avait pas demandé et en général n'avait pas vu Petrović ce soir-là. Ces paroles sont complètement documentées et fixées dans les matériaux de l'enquête, confirmant maintenant clairement le fait qu'Ante Petrović ment. À ce moment, l'avocat de Petrović tente de mettre en doute la preuve clé,
la photo du journal du routier Tomislav Kovač. La défense affirme qu'une telle photographie peut être facilement falsifiée et exige une expertise de l'authenticité de l'image. L'enquête envoie immédiatement la photographie pour une expertise technique indépendante des données ex-if. Les experts vérifient minutieusement les marques numériques et concluent que l'image et l'inscription ont été faites précisément à la date indiquée et n'ont pas subi de modifications ou de retouches. Ainsi, la tentative de discréditer la preuve importante échoue et la fausse piste des avocats est officiellement fermée. Après obtention de l'expertise, le parquet donne l'autorisation pour une perquisition partielle du territoire de l'huilerie de Petrović. Pendant la perquisition des locaux, dans un local auxiliaire, on découvre un paquet international DHL, non remarqué auparavant par l'enquête. Sur l'emballage et dans les plis du scotch, les criminologues trouvent un type particulier de poussière karstique, par composition minérale complètement identique à celle qui avait été trouvée auparavant sur les roues de la Niva verte de Petrović. Et, près du puits, Sušica, cette découverte devient une nouvelle preuve très importante, qui relie pour la première fois directement l'huilerie et le lieu de disparition de l'étudiant Marko Lukic. Sur la base des preuves découvertes, le parquet commence immédiatement à préparer un mandat pour une perquisition complète de tous les biens appartenant à Ante Petrović. La décision est prise après concertation avec les enquêteurs, qui sont maintenant convaincus que sur le territoire de l'huilerie peuvent être trouvés d'autres indices significatifs. À ce moment, l'enquête se concentre définitivement sur la figure d'Ante Petrović, à qui il devient de plus en plus difficile d'expliquer les faits qui apparaissent. L'enquête passe progressivement à la phase finale. Les enquêteurs étudient de nouveau minutieusement les documents financiers de l'huilerie d'Ante Petrović et portent attention à un document de paiement suspect, une copie carbone d'un chèque au nom de Marko Lukic, pour une somme de exactement 8.000 kunas. Le document est daté du soir du 3 septembre 2011 et signé personnellement par Ante Petrović. À côté se trouve une note système, ERR 53, ce qui signifie annulation du paiement. Cette somme coïncide complètement avec la dette de Marko pour le logement au foyer dont sa mère avait parlé auparavant. La question maintenant consiste à savoir pourquoi le chèque avait été annulé immédiatement après établissement. L'enquête fait immédiatement appel à un inspecteur du travail pour clarifier le statut officiel de Marko Lukic à l'huilerie. L'inspecteur vérifie minutieusement les documents et conclut que le contrat de l'étudiant avait été conclu officiellement et était valide jusqu'au 30 novembre 2011. Aucune violation dans l'établissement ou dans les versements n'a été découverte. La question du chèque annulé reste ouverte. L'enquêteur convoque de nouveau Ante Petrović pour des explications. À la question sur la raison de l'annulation du paiement, Ante répond brièvement et avec assurance « Marko n'était pas venu au travail cette nuit-là. L'argent n'était versé que pour les heures travaillées. » Cependant, les enquêteurs trouvent immédiatement une contradiction. Selon la feuille de compte du temps de travail, dans le tableau des équipes du 3 septembre à 21h30 se trouve la signature de Marko, confirmant sa présence. Au poste de travail, c'est directement l'opposé des témoignages de Petrović. La défense de Petrović avance la supposition que Marko aurait pu signer le tableau à l'avance, encore avant le début de l'équipe, et donc l'absence de l'étudiant ne contredit pas les paroles d'Ante. Pour vérifier cette version, un graphologue est appelé dans l'affaire. L'expert étudie minutieusement la signature et donne une conclusion sans équivoque. La signature avait été faite directement au moment indiqué, les traits sont frais et exécutés sans pause ni couche supplémentaire. Cette version de la défense est officiellement réfutée et fermée. Au cours de la vérification ultérieure des documents d'entrepôt de l'huilerie, on découvre encore une circonstance étrange. Cette nuit-là, selon l'inventaire, 3 tonneaux de chêne avaient disparu de l'entrepôt. La raison de la disparition n'est pas indiquée. Les déplacements ne sont pas enregistrés. Parallèlement à cela, la police demande la documentation du port de Ploč. L'inventaire de cargaison du port du 4 septembre montre la réception en garde de 3 sacs en polyéthylène d'un poids total de 30 kg. Les experts notent que le poids de ces sacs correspond complètement au poids approximatif de 3 tonneaux de musée standard remplis de pièces. Pour l'instant,
Cela n'est pas dit directement, mais le lien devient évident. Les données rassemblées témoignent du fait qu'entre la disparition de l'étudiant, les tonneaux disparus et la cargaison au port existe un lien direct et sans équivoque. L'enquête commence à former une base de preuves unifiée qu'elle prévoit de présenter au parquet. Maintenant, les enquêteurs sont convaincus que les événements de cette nuit n'étaient pas fortuits, mais portaient un caractère manifestement planifié et organisé. Le 20 février 2013, le procès judiciaire sur l'affaire de la disparition de l'étudiant Marko Lukic atteint son apogée. Sur le banc des accusés, le propriétaire de l'huilerie Ante Petrovic. La salle d'audience est pleine. Parmi les spectateurs, les parents de Marko, des journalistes, des enquêteurs, plusieurs témoins et des avocats. L'atmosphère est tendue et concentrée. Le procureur commence à exposer en détail la chaîne finale de preuves, confirmée par des mois d'enquêtes et d'expertise. Premièrement, sur quoi porte l'attention du tribunal ? L'itinéraire parcouru par l'automobile d'Ante Petrovic dans la nuit du 3 au 4 septembre 2011. Selon la reconstitution, à 21h45, Petrovic avait chargé dans la remorque de sa Niva verte 3 tonneaux de chêne avec des pièces romaines volées au musée archéologique. Avec lui se trouvait Marko, qui à ce moment-là était encore en vie. L'expertise technique avait confirmé que le poids de la cargaison et du passager était admissible pour cette voiture. À 22h10, la voiture avait été filmée par la caméra de la station-service Stăblinaq. C'est précisément à ce moment qu'apparaissent dans le cadre la montre de Marko, preuve que l'étudiant se trouvait effectivement dans la voiture. À 22h35, après 12 km sur route de terre, l'automobile avait atteint le puits Sušica. Là, selon les conclusions du procureur, les pièces avaient été transbordées des tonneaux vers des sacs en polyéthylène. Puis Ante avait utilisé un accélérateur spécial, mélange d'huile et de résine, pour incendier les tonneaux vides. À ce même moment, Marko, déjà sans vie, avait été placé dans le puits, ce qu'avait directement déclaré l'expertise judiciaire ADN obtenue à partir des fibres brûlées de vêtements. Après cela, Ante s'était dirigé vers la baie de Dubrava. Le rapport météorologique avait confirmé que la nuit était sans lune, le vent ne dépassait pas 2 mètres par seconde, et la patrouille de garde-côte travaillait à ce moment-là significativement plus au sud, assurant aux prévenus un couloir libre pour le déplacement. À 3h30 du matin du 4 septembre, Petrovic était arrivé à la baie de Dubrava, où il avait chargé les sacs avec les pièces sur un bateau loué à l'avance. À 6h50 du matin du même jour, il avait remis la cargaison au port de Ploč aux représentants de la société slovène éphémère, enregistré sur ce même numéro slovène depuis lequel Marko avait reçu auparavant un SMS. Le juge s'arrête séparément sur les motifs financiers d'Ante Petrovic. L'enquête avait prouvé que les 45 000 kunas retirés par Petrovic du compte constituaient l'avance reçue de l'acheteur des pièces volées. Les 4 500 kunas supplémentaires, retirés tard le soir du même jour et dépensés au casino, étaient une tentative de dissimuler le revenu illégal en blanchissant l'argent. L'histoire falsifiée avec la copie carbone du chèque de 8000 kunas, annulé immédiatement après établissement, avait pour but de cacher le non-paiement à Marko de l'argent pour son rôle dans le travail nocturne. La signature de Marko dans le tableau confirmé par le graphologue s'était avérée vraie, posée à 21h30. Cela signifiait que Marko avait complètement rempli sa part du contrat, mais n'avait jamais reçu l'argent promis. La défense de Petrovic tente par un dernier argument d'indiquer que les restes complets de Marko n'avaient jamais été trouvés, et donc le meurtre n'était soi-disant pas complètement prouvé. Le tribunal rejette catégoriquement cet argument, déclarant que les fragments existants et la chaîne de preuves irréfutables suffisent. Toutes les autres versions de la défense, énoncées auparavant et vérifiées par l'enquête, avaient été définitivement fermées par des expertises et conclusions officielles. Dans les dernières minutes du procès, le procureur énumère calmement et méthodiquement les preuves principales, soulignant le lien irréfutable d'Ante Petrovic avec le lieu du crime. Il rappelle au tribunal la cire à cacheter avec le blason du musée,
découverte sur les cercles des tonneaux brûlés. Il indique le paquet DHL avec la poussière karstique qui coïncide parfaitement avec la terre trouvée près du puits Sušica. Le procureur rappelle aussi la photographie du routier Tomislav Kovač, dont les données EXIF confirment l'authenticité et prouvent sans équivoque la présence de l'automobile de Petrović cette nuit fatale près du puits. Et enfin, le procureur cite les données de l'expertise criminalistique, selon laquelle la poussière de route prélevée sur la Niva de Petrović coïncide exactement avec la composition minéralogique du sol du lieu du crime. Maintenant, il ne reste plus de doute sur la culpabilité du prévenu. Après le discours final du procureur et le dernier mot de la défense, le tribunal se retire pour délibération. Une demi-heure plus tard, le juge revient et lit le verdict. Ante Petrović est reconnu coupable du meurtre de Marko Lukić, du vol de valeurs historiques et de tentative de dissimulation du crime. Sentence: 22 ans de privation de liberté avec confiscation des biens. Petrović, lors de l'évacuation de la salle, prononce sèchement et brièvement seulement un mot: faire appel. Les caméras fixent son visage, sans émotion, le regard complètement vide. Le procès judiciaire est terminé. Dans l'affaire reste non élucidé seulement un élément, l'identité de l'acheteur final de la seconde partie des pièces, apparu dans le journal IP de la vente aux enchères Internet à Ljubljana. La demande internationale est déjà envoyée, mais se trouve pour l'instant en attente d'autorisation.